Culture Soccer. Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de CS à l'érable, Adi Raphaël à l'animation. Je suis rejoint par mes deux collègues maintenant, et oui, pour ceux qui ont manqué le dernier épisode, nous sommes maintenant 3 joyeux larrons pour faire ce podcast de CS à l'érable. En premier, mon allié de toujours, Daniel Cameron. Salut Daniel, ça va bien? Salut Adi, ça va bien, merci. Et toi? Salut Alex. Ouais, c'est ça. Salut. Et le deuxième, tu l'as présenté déjà. Salut Alex, Alex Rupert, pour ceux qui ne le connaissent pas sur Twitter. Bienvenue à ton deuxième épisode consécutif. Merci de me recevoir. Salut tout le monde et bien content d'être avec vous. Maintenant, on te reçoit plus, c'est toi qui reçois. Donc voilà, il faut commencer à s'habituer à recevoir toi-même. C'est ton podcast autant que le nôtre. Donc on va pouvoir parler aujourd'hui de tout ce qui touche le soccer canadien. Bon, on a vu passer les nouvelles aujourd'hui, le 24 novembre, plusieurs nouvelles concernant de futures expansions, peut-être au Québec, des rumeurs, pas des nouvelles, mais plutôt des rumeurs. On a vu aussi la nomination de Alan Koch comme entraîneur-chef de FC Edmonton. Mais on va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui. On est au courant de ces nouvelles. On va les laisser pour d'autres épisodes plus tard. Mais aujourd'hui, on veut parler du gros match qui attend le soccer canadien. Le gros match pour Forge FC qui va jouer les premiers quarts de finale de l'histoire d'un club canadien en CONCACAF League. Pour ceux qui connaissent pas la CONCACAF League, on l'introduit à chaque fois, mais c'est la petite sœur de la CONCACAF Champions League. Pour ceux qui sont habitués un peu à l'Europe, c'est un peu l'équivalent de l'Europa League pour ceux qui sont un peu plus habitués au système européen. Donc la CONCACAF League, Forge FC s'est qualifié brillamment en jouant encore une fois un deuxième match consécutif à l'extérieur de chez eux. Donc, ils se sont qualifiés en l'emportant au Panama sur le terrain de Toro FC sur le score de 2-1 avec des buts de Babouli et Crutzen. Alex, parle-nous un peu de ce match-là. Quel énorme exploit de la part de Forge FC. Toro FC, c'est pas une petite équipe, hein. C'est totalement, je sais même pas par où commencer, c'était totalement inattendu comme résultat. Pour ceux qui ne savent pas, Toro, c'est une des puissances en Amérique centrale, 13 fois champion du Panama. Et en plus, ils étaient classés, c'est eux qui avaient le classement le plus élevé en CONCACAF League cette année. Ils étaient même classés plus haut que Olympia qui joue en Champions League en même temps. Mais ça, c'est à la CONCACAF de voir comment changer un peu les choses, parce que je trouve pas que ça fait beaucoup de sens. Mais pour que Forge arrive à déclasser Toro, l'équipe qui est la meilleure classée dans la compétition, c'est incroyable. Parce qu'aussi, il ne faut pas oublier que Toro, c'est la même équipe qui avait éliminé FC Dallas en 2018. Donc, pour toutes les fois qu'il y a une équipe canadienne ou américaine qui a dû se déplacer au Panama pour affronter ce club-là, ça s'est souvent terminé avec un résultat positif pour Toro. Donc, pour que Forge soit capable, dès leur première tentative, d'aller jouer au Panama et de gagner au Panama, c'est incroyable. Aussi, les choses que j'avais vraiment notées dans ce match-là, c'est que pendant 90 minutes, c'est un club qui a vraiment joué avec beaucoup de sang-froid, qui a été capable de garder la pression sur Toro pendant quoi qu'il arrive. Puis on aurait même pu s'attendre à ce que le but égalisateur de Toro, tout de suite après le but de Babouli, ça aurait pu déstabiliser Forge et l'équipe aurait pu complètement s'effondrer parce que tout le monde connaît l'historique des clubs canadiens ou des équipes nationales canadiennes qui vont jouer en Amérique du Sud, en Amérique centrale et qui vont s'effondrer à un moment donné dans le match. Et c'est pas ça qui est arrivé du tout. Tout le monde a gardé son sang-froid, tout le monde a gardé sa concentration. Et si on regarde un peu plus de plus proche l'alignement, on voit que le retour de Kwame Aoua qui remplaçait Grant, qui était sur un carton rouge, ça a amené beaucoup plus de qualité dans la formation. Puis, on avait la vitesse dans les ailes
sur les flancs avec Thomas et Choignard, qui donnait beaucoup de problèmes aux défenseurs. Et on avait Babouli qui amenait beaucoup de qualité en avant. Puis on voyait que Taureau avait vraiment fait leur devoir sur Forge parce qu'ils essayaient toujours de laisser très peu d'espace pour Babouli pour qu'il manœuvre. Mais Babouli arrivait toujours à les battre et leur donnait beaucoup de difficultés. Une des choses que j'ai retenues aussi dans ce match-là, c'est, je crois que ce qui a fait la différence, c'était l'expérience. Parce que si on regarde de plus proche leur alignement, mais tu as David Edgar qui a joué pour l'équipe nationale puis qui en a vu d'autres en Amérique centrale. Puis tu as Carl Baker qui était dans l'équipe nationale canadienne qui en a vu d'autres aussi et qui a joué en CONCACAF, qui a vécu les bons moments et les moins bons moments et les moments les plus terribles. Et je pense que c'est cette présence de vétérans qui a été capable de garder Forge concentré et capable de continuer à persévérer pour aller chercher la victoire. Et bien sûr, on a le super remplaçant Anthony Novak qui a été créé la chance, qui a causé le penalty pour que Crutzen puisse capitaliser là-dessus et qui a donné la victoire au club. Donc, c'était vraiment une performance historique pour Forge au Panama. Ouais, effectivement, vraiment une performance historique. Tu as parlé un peu de Toro FC, tu as parlé du fait que Toro FC a éliminé le FC Dallas. J'aimerais juste préciser que c'était en Champions League, en CONCACAF Champions League et non pas en CONCACAF League, que Toro avait éliminé le FC Dallas en 2018, lorsque Toro est arrivé en quart de finale. Donc vraiment une énorme équipe de l'autre côté. C'est tout un exploit, n'est-ce pas, Daniel? Oui. Actuellement, vu l'âge du club, je pense que chaque pas est un exploit en soi. Là, dans les circonstances actuelles, d'avoir de la difficulté à s'entraîner, de pas avoir d'aller-retour, de jouer contre des équipes chevronnées comme Toro FC, ben c'est tout à fait louable. Comme le dit Alex, ben c'était vraiment l'équipe est restée concentrée. Malgré que Toro FC jouait très bien, là. Ils ont un bon jeu, ils avaient un bon jeu d'équipe, ils avaient des bonnes passes. Malgré le fait qu'ils sont revenus rapidement au score, malgré tout, ils sont restés concentrés. Puis on dirait qu'il y avait une consigne qui était stick to the plan. Comme on a un plan, on va le respecter. Puis ça a été respecté, ça a été et ça a été appliqué à merveille. J'ai un petit commentaire par rapport au but de Toro FC. Je sais pas si vous avez joué beaucoup à FIFA quand vous étiez jeune, mais c'était le genre de but avec le centre le B qui fonctionne à chaque coup là. C'était vraiment c'est à ça que j'avais pensé quand il y a eu le but de comment Edgar s'est fait avoir parce qu'il y avait eu un gros lob et tout. Donc c'est des buts qui arrivent. Là. Je veux dire, on peut pas non plus gagner tous les matchs 1-0, 2-0, 3-0 là, ça fait partie de la game. Ce qu'on retiendra, c'est que ça fait de l'expérience de plus pour les joueurs. Puis Smyrniotis, ça a l'air de très bien connaître les qualités individuelles de ses joueurs. Savoir quand faire rentrer un joueur, qui est prêt pour commencer. Il s'est ajusté avec la suspension de Grant, il a mis Aoua et il a remis Samuel à droite. Comme d'ailleurs, quand il avait fait la passe décisive dans le match contre l'Imenio, il avait été changé à droite. Donc, c'est actuellement, je pense que Smyrniotis est conscient des qualités et des limites de ses joueurs et les exploite à pleine capacité. Puis, on leur souhaite d'aller le plus loin possible dans la compétition. Ouais, effectivement, on leur souhaite d'aller le plus loin possible en compétition, comme tu l'as dit. Mais en fait, ce qui est intéressant, en fait, pour avoir parlé à Bobby Smyrniotis, j'avais fait une entrevue avec lui, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui travaille énormément, qui prépare ses matchs énormément. On l'a vu, il me l'a dit, d'habitude, je fais un cahier. Vraiment, c'est vraiment un cahier, un gros carnet pour analyser mon adversaire, en fait. On regarde plusieurs matchs, on vise les faiblesses, les forces. Vous allez me dire oui, mais c'est normal, c'est comme ça qu'il faut préparer un match de cette envergure. Je vais vous dire oui, c'est vrai, mais sauf que le fait de le dire, le fait qu'il rentre dans les détails pour savoir comment il se prépare et le fait de bien analyser son effectif, comme tu l'as mentionné un peu plus tôt, Daniel, c'est quand même très, très, très honorable, je trouve. Donc, du côté de Smyrniotis, on voit un entraîneur qui s'entraîne
et qui entraîne son équipe de la manière la plus professionnelle possible. C'est un club qui est tellement bien formé. Et on le voit, je pense que c'est un des rares clubs, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Forge FC, c'est un des rares clubs de la Canadian Premier League qu'on a vu un net progrès entre l'année 2019 et l'année 2020. Oui, il y a eu Halifax, il y a eu Pacific, mais il faut dire que ils étaient quand même bien bas. Mais du côté de Forge FC, ils étaient très bons en 2019, ils sont encore meilleurs en 2020. On n'a pas vu ce genre de progression-là ailleurs dans la ligue, n'est-ce pas, Daniel? Je suis pas d'accord, honnêtement, parce que je me rappelle qu'on parlait avant les Island Games, toutes les équipes s'étaient renforcées et on avait des doutes pour Forge. Euh, Moi, je pense plutôt que l'écart s'est diminué avec le reste de la ligue. J'ai l'impression que tu sais, la première année, il y avait Forge et Cavalry et le reste. Cette année, je trouvais que, au contraire, l'écart s'est aménusé parce que toutes les équipes s'étaient renforcées et Forge a eu de la difficulté à remplacer Borge. Ben là, il y a eu, comment dire, il y a eu Babouli, il y a eu Sabak qui sont arrivés, pour ne nommer qu'eux. Mais j'ai l'impression que là, Smeniotis a plutôt diversifié ses cartouches. La première année, Borge marquait beaucoup de buts. Les autres participaient à la création offensive. Puis une fois de temps en temps, il y avait un but de Novak, un but de Zayac, un but de Thomas. Et là, cette année, j'avais plutôt l'impression que c'était que Forge dominait moins que la première année. Là. Je trouve que aussi, c'est peut-être parce que les joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui sont restés. Mais on voit il y a quand même une progression. Mais pour constater la progression, il faut que les joueurs jouent contre un niveau plus élevé. Puis c'est là que maintenant, en CONCACAF League, qu'on voit que l'équipe semble vraiment avoir pris une autre dimension. Ben exactement, c'est la raison pourquoi je te posais cette question-là, et c'est pour ça que moi j'ai noté une sorte de progression entre l'année 2019 et l'année 2020. Je suis complètement d'accord que l'écart s'est diminué. Je pense que c'est plus que le niveau de jeu est monté en 2019-2020 déjà en CanPL, puis Forge est encore meilleur que 2019. C'est juste que il y a des équipes qui ont fait des bons quand même énormes. On en a parlé de Halifax et Pacific FC. Alex, est-ce que tu es du même avis que moi ou tu es plutôt Team Daniel de ce point de vue-là? Est-ce que pour toi, la version Forge FC de cette année 2020 est bien meilleure que la version 2019? Ou est-ce que tu penses que c'est juste que l'écart s'est diminué entre les clubs de la CanPL seulement? Ben, je crois que oui, il y a eu une diminution de l'écart entre Forge et les autres clubs, mais je pense aussi qu'on voit que Smirniotis, il utilise son effectif avec beaucoup plus d'efficacité qu'avant. On voit des changements comme l'utilisation de David Choyant en début de match, pendant que Novak, c'est lui qui est le super remplaçant, pendant que l'année dernière, c'était le contraire. Euh, Ça n'a pas été des gros changements, puis je sais que Paolo Sabak est pas spectaculaire comme Tristan Borges, mais il fait quand même le travail au milieu de terrain. Je pense que c'est juste une meilleure, c'est juste une meilleure prise de conscience comme tu le disais plus tôt, des forces et des faiblesses de chaque joueur. Puis on l'a vu pendant le tournoi des Island Games, il faisait une rotation très intelligente, puis il était capable de bien s'ajuster tactiquement à ses adversaires. Puis je pense il le fait cette année avec beaucoup plus de précision qu'il le faisait l'année dernière. Comme si on regarde le match où est-ce que Forge a remporté le championnat contre Halifax, tactiquement, c'était brillant parce que eux, ils ont dit, on va juste leur laisser le ballon puis on va voir qu'est-ce qu'Halifax vont faire avec. Puis tout le monde s'attendait à ce que Forge contrôle le ballon et le milieu de terrain complètement. Et Halifax se sont complètement fait avoir avec cette tactique-là. Puis comme tu le disais aussi, moi je pense que c'est sa préparation, c'est prendre conscience de la force et faiblesse de tous ces joueurs. Puis c'est comme serrer un petit peu plus. Il va plus dans les détails, je trouve. Et je pense que c'est une des forces de l'équipe. Puis une autre des raisons pourquoi ils font aussi bien en CONCACAF, c'est le conditionnement physique. C'est incroyable que cette équipe-là,
pas perdu un seul niveau pendant entre Island Games et la CONCACAF et il soit capable de jouer à un niveau aussi élevé. Il y a une discipline dans ce club, il y a des attentes qui sont très élevées et les joueurs sont très conscients des enjeux. Je pense pas que c'est spectaculaire ce qu'ils ont fait. Ils ont beaucoup misé sur la sur la stabilité, mais je pense que les petits détails, c'est ce que je remarque avec ce club-là. Ouais, effectivement, les petits détails. Puis le rôle du super sub, notre ami Novak, quel rôle il est en train de jouer, ce joueur-là? On peut dire, est-ce que pour vous, Alex, je te laisse commencer, est-ce que pour toi, Anthony Novak, c'est Monsieur CONCACAF League jusqu'à maintenant? Bon, après, tu vas me dire, ouais, David Choinière pourrait être nommé aussi Monsieur CONCACAF League, mais genre Novak, quel joueur, combien il est en train de faire la différence? Est-ce que tu t'attendais à un impact aussi grand de la part d'Anthony Novak sur cette équipe de Forge FC, sachant qu'il n'est pas titulaire, il rentre en super sub, puis la plupart du temps, il finit par créer la différence? Pas du tout. C'est comme s'il y avait eu un petit pari entre Choignard et Novak qui se disait, bon, ben, c'est qui va gagner le titre Monsieur CONCACAF en 2020. Mais tu vois, ben, tu vois la différence entre les matchs en championnat canadien ou en ligue, en CPL, en ligue. Mais tu le remarques en CONCACAF que juste le physique. Anthony Novak, c'est un grand gars, c'est un gros gars. Puis tu joues tout le match contre, jusqu'à maintenant, les adversaires, c'était Limeño, puis Toro FC. Puis le match avance, puis c'est comme un jeu d'échecs, puis tout le monde se teste, puis tout le monde se bat, puis tout le monde veut gagner la victoire. Puis plus que tu arrives vers la fin du match, plus le monde est fatigué. Puis là, tu fais rentrer un Anthony Novak qui est complètement frais, grand, gros, fort, pas arrêtable. Puis les deux fois qu'il est rentré comme super remplaçant, tu voyais que les défenseurs, c'est pas qu'ils n'étaient pas capables de le suivre, mais ils n'étaient pas assez forts pour l'arrêter. Ils n'étaient pas assez forts pour lui enlever le ballon. Ils savaient pas quoi faire quand ils voyaient ce géant-là arriver droit dans leur face. Puis, ils commettaient des fautes ou ils pouvaient pas l'arrêter. Puis, ça, c'est un autre exemple je pense que Smirniotis, il voit à qui il a affaire en CONCACAF, puis lui, il veut exploiter l'aspect physique, l'aspect conditionnement physique, l'aspect domination physique. Il veut leur rendre la vie. Il veut rendre la vie aux défenseurs en Amérique centrale compliquée. Puis il trouve le moyen de de pallier peut-être aux faiblesses du club. Faut pas se le cacher. Toro, c'est un club techniquement qui a une technique très relevée, qui a un niveau de jeu assez relevé, puis il a trouvé le moyen d'exploiter le côté physique pour arriver à les battre. Qu'est-ce que tu en Oui, penses, effectivement. Dan? Ouais, ben, par rapport au Novak, tu as tout à fait raison, là. Ben, on le voit, là, c'est tellement, ça frappe. Ben, tu sais, déjà, à la base, c'est un gars très imposant. Il voulait même rentrer dans l'armée quand il avait le choix de rejoindre Forge. Il devait rejoindre l'armée. Finalement, quand Forge l'a contacté, ben, il laissé tomber. Mais ça, c'est l'histoire, là. Donc, je veux dire, c'est vraiment, comment dire, c'est un joueur qui s'impose physiquement, puis par rapport aux défenses, tu sais, je veux dire, c'était pas les défenses des deux équipes que Forge a affrontées en CONCACAF League avaient beaucoup de difficultés dans l'impact physique avec lui, là. Peut-être ils sont pas habitués dans leur ligue locale à avoir des attaquants avec ce profil-là, là. Euh, donc, ça se voit, c'est flagrant, là, honnêtement. Et par rapport à la condition physique, ben, je pense que le fait de pas avoir de match, c'est mauvais pour le rythme, mais ça permet d'éviter les blessures et de se concentrer vraiment sur la préparation. Puis jusqu'à maintenant, je tire mon chapeau à l'équipe de préparateurs physiques du Forge FC parce que les joueurs ils ont été capables de tenir des matchs. Je dirais, on n'a pas vraiment constaté. C'est sûr qu'en fin de match, on voyait de la fatigue, là, c'est un fait. Je veux dire, par rapport aux clubs, à leurs adversaires, il n'y avait pas un écart considérable. Je veux dire ça comme ça.
Ouais, je suis d'accord par rapport à la condition physique en tant que telle. En tout cas, Forge FC est fin prêt. Ben, Forge FC va rencontrer lors du prochain match qui est les quarts de finale. Ça va se jouer exactement dans une semaine. On est aujourd'hui le 24 novembre. Ça va se jouer le 1er décembre, donc la semaine prochaine, mardi prochain aux alentours de 8 heures. Un gros match parce que Forge va rencontrer un club haïtien qui s'appelle Arcae. Je vais vous parler un peu de Arcae et comment ils sont arrivés là. Bon, Arcae, c'est pas un des plus grands clubs du côté de la Ligue haïtienne. C'est quand même un club qui est là, qui est bien présent dans la Ligue haïtienne. C'est un club qui est passé par toutes les émotions pour se qualifier à ce quart de finale-là. Je vais vous mentionner un peu de son parcours en tant que tel. La raison pourquoi le club s'est retrouvé là, c'est qu'il a commencé en premier en 2019 par remporter la série d'ouverture 2019 de la Ligue haïtienne. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en Haïti, ben, c'est un peu ce qu'on appelle la Apertura Clausura. Là-bas, ils l'appellent la série d'ouverture, la série de clôture. Et la série d'ouverture, Arcae l'a remportée en finale contre le Real Hope. C'est des matchs aller-retour. Ils avaient gagné 1-0, puis ils ont fait 1-1 dans le deuxième. Ils se sont qualifiés à la Coupe des Caraïbes 2020. Lors de la Coupe des Caraïbes 2020, qui a été interrompue à cause de la pandémie, ben, ils étaient qualifiés pour les demi-finales de la Coupe des Caraïbes. Vu qu'elle a été annulée, la CONCACAF a décidé de faire un classement des 4 demi-finalistes par rapport au nombre de victoires et de défaites et de matchs nuls qu'ils ont fait. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que le premier de la Coupe des Caraïbes, qui était supposé être le champion, se qualifie pour la Ligue des Champions 2021, puis c'était Pantoja de la République dominicaine. Le deuxième qui se qualifie directement pour les 16e de finale de la CONCACAF League qu'on est en train de jouer présentement, c'était le club jamaïcain de Waterhouse. Et le troisième et le quatrième au tour préliminaire, qui se qualifient au tour préliminaire de la CONCACAF League 2020. Donc, le troisième et le quatrième, ben, c'était effectivement Arcae, puis un autre club dominicain. Donc, arrivé là, ils se sont qualifiés pour ce tour préliminaire-là. C'est très drôle parce que lors du tour préliminaire, ils sont supposés se confronter au club du Belize, Verdes. Malheureusement, le club du Belize déclare forfait. Et c'est à ce moment-là que, sans rien faire, Arcae se retrouve en 16e de finale de la CONCACAF League. Et ils retrouvent qui? Ben, le club qu'ils étaient supposés rencontrer en demi-finale de la Coupe des Caraïbes, Waterhouse. Ils les retrouvent chez eux, en Jamaïque. Victoire d'Arcae 3-1 à l'extérieur, à la surprise générale. Et c'est à ce moment-là qu'ils se retrouvent face à Forge FC. Une super belle histoire, cette histoire de Arcae. En tout cas, on sent qu'ils ont un peu défendu, ils ont vraiment obtenu leur place en quart de finale. Vraiment, ils ont vraiment bataillé pour y arriver. C'est une belle histoire, ce petit poussé-là un peu de la compétition, selon moi. Mais malgré tout, c'est quand même considéré le club est quand même considéré comme un club classé plus haut que Forge FC. Donc c'est pour ça que officiellement c'est Forge FC qui se déplace sur le terrain de Arcae, mais vu que Arcae n'a pas un terrain spécifique qui est aux règles de la CONCACAF, à ce moment-là, le match va être joué en République dominicaine. Alex, est-ce que tu trouves, en fait, je vais commencer par Daniel cette fois-ci. Daniel, est-ce que tu trouves que Arcae, on aime voir l'histoire du David contre Goliath. Est-ce que pour toi, Arcae, c'est David ou c'est Goliath? Parce qu'on peut le voir un peu des deux côtés, non? Ben, honnêtement, j'oserais pas je connais pas assez le niveau de l'équipe. J'ai seulement vu le résumé du match contre Waterhouse. Je regarde pas le championnat haïtien. Contre Waterhouse, l'équipe, honnêtement, leur adversaire c'est incomparable avec Toro FC ou même avec Limeño. Si Forge était tombé contre Waterhouse, je pense que ça aurait été une balade, là. Après ça, je vois qu'il y a des joueurs quand même rapides. Je pense pas que ça va être je pense pas qu'il y a un rapport de force vraiment là, dans ce cas-ci. Je pense que ça risque d'être équilibré.
Mais à première vue, je dirais l'avantage pour Forge. Là. Mais est-ce que c'est un David? Moi, je le vois pas vraiment comme un David contre Goliath. Là. Je pense qu'il faut vraiment pas sous-estimer Arcae parce que les joueurs ont l'air quand même athlétiques. Ça joue là, je veux dire, on sait très bien que quand on sous-estime une équipe, ça peut très mal se terminer. Puis Bobby Smyrniotis, toi tu le connais mieux que moi. Je suis pas mal sûr qu'il va imposer une rigueur tactique à ses joueurs. Surtout, je veux dire, je vois il y a quand même des gars dans Arcae qui seraient capables de prendre de vitesse les défenseurs de Forge FC là. Toi, Alex, t'en penses quoi? Oui, Arcae, je vois pas vraiment l'affrontement comme David contre Goliath, mais je vois ça comme un double conte de fées parce que, comme Adi l'expliquait plus tôt, c'est un conte de fées pour eux. Leur parcours pour se rendre où est-ce qu'ils sont maintenant, c'est tout un exploit. Même chose du côté canadien. Euh, Moi, j'ai regardé le match contre Waterhouse, puis Waterhouse, c'était quand même un club qui n'avait pas joué un match compétitif depuis genre le mois de mars, puis ça paraissait. C'était laborieux, les passes étaient tout croche, c'était terrible. C'était vraiment terrible. Mais du même coup, puis même chose puis tu sais, je vais suivre tes remarques, Daniel. Puis oui, ils ont des joueurs qui sont rapides, qui sont capables de faire de belles choses individuellement. Est-ce que tactiquement, ils peuvent rivaliser avec Forge pendant 90 minutes? Je suis pas sûr, parce que Waterhouse était quand même capable de leur donner un petit peu de difficulté à quelques moments donnés dans le match. Mais individuellement, oui, les joueurs sont rapides. T'as des attaquants qui sont capables de dribbler, qui sont capables de déjouer des joueurs. Euh, Contre Forge, c'est vraiment dur à dire parce que je pense que le point de vue, le côté physique risque de faire une différence. Puis, c'est important de ne pas les prendre, de les sous-estimer parce que, mine de rien, Arcae a pas cessé de jouer. Ils continuent à jouer des matchs. Puis, en 13 matchs, ils sont quand même premiers dans leur ligue. Ils ont 7 victoires, 4 défaites, puis 2 matchs nuls. Puis, dans leurs 5 derniers matchs, j'ai vu qu'ils avaient 3 victoires, 1 défaite et 1 nulle. Donc, il faut pas les sous-estimer. Je pense qu'ils ont quand même, ils pourraient avoir augmenté leur chimie, leur cohérence et peut-être que tactiquement, ils vont s'être préparés pour Forge parce que j'essaie juste d'éviter de tomber dans le piège on était tous tombés dedans pendant la Gold Cup qu'on disait, bon, mais on a Alphonso Davis, on a Jonathan David, on a Luca Cavallini, Hutchison était là, on était comme, on va battre Haïti, puis On connaît l'histoire, pas besoin de nous on rappeler. connaît Pas besoin de nous l'histoire. Ouais. rappeler. Fait que, moi, je suis très prudent avec Arcaia parce que je les ai vus jouer. Puis, à première vue, tu te dirais Forge ça devrait être une balade, comme qu'on dit. C'est sûr que comparé à Taureau, c'est pas le même niveau du tout, mais faut pas les prendre à la légère. Je pense pas que Smyrniotis c'est le genre d'entraîneur qui va permettre à son équipe de prendre Arcaia à la légère. Mais je suis prêt à m'avancer en prédisant une victoire de Forge et pour, comment dire, rentrer la CPL dans l'histoire du foot nord-américain. Ouais, ben écoute, je vais dresser la table un peu par rapport à ce qu'on voit, d'accord? Selon la CONCACAF et selon le système de la CONCACAF, Arcae devrait être favori parce que c'est eux qui sont mieux classés que Forge FC. Selon nous, et selon ce qu'on voit sur papier, selon ce qu'on a vu dans des matchs, selon des observations, bah Forge est supposé être supérieur que Arcae. Par contre, dans l'univers du foot, il y a personne qui est favori. Il faut vraiment faire attention et il faut vraiment arriver avec toutes nos armes, toutes nos forces pour pouvoir se préparer contre une équipe qui va être, comme tu l'as dit, Alex, très physique. On l'a vu, la ligue haïtienne, c'est une ligue extrêmement physique. Donc, ce serait important que Forge FC arrive à tenir la dragée haute physiquement à cette équipe d'Arcae. Très sincèrement, je suis un peu passé sur l'effectif de Arcae. Je connais
personne en fait de cette équipe, de cet effectif-là. J'ai essayé de voir si jamais je connaissais quelqu'un. Je vais pas dire qu'il y a un joueur que je connais. Je connais vraiment littéralement personne de cette équipe-là. J'aimerais savoir, Alex, tu as dit que tu as vu un peu le match. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les joueurs à surveiller? Est-ce qu'il y a des joueurs spécifiques que tu as ciblés dans ce match-là entre Arcae et Waterhouse? J'ai trouvé, ça c'est un des attaquants qui a compté. Louis-Jean, il est très rapide, très dynamique. Lui, c'est quelqu'un qui va attaquer sur les flancs beaucoup, qui va essayer de prendre de vitesse la défensive canadienne. Comme je disais, c'est pas une équipe c'est une équipe physique dans le sens qu'ils ils ont pas peur de se frotter à la défense, de jouer physiquement, mais Forge a quand même l'avantage. À part Louis-Jean, j'avais vu leur gardien. Je dois avouer que leur gardien avait fait un bon travail parce que Waterhouse a quand même essayé de revenir dans le match. Vers la fin du match, ça commençait à avoir plus d'allure de la façon qu'ils jouaient. Puis leur gardien, le gardien Romond, je pense qu'il s'appelle, il les a gardés dans le match. Honnêtement, c'est vraiment Louis-Jean que j'avais retenu l'attention. Il y avait aussi son coéquipier Jolicoeur qui aussi faisait un bon travail. C'est un bon duo en avant, mais je pense que la défensive de Forge devrait être capable de les contenir. Je pense qu'on a un meilleur milieu de terrain qui est beaucoup plus organisé, beaucoup plus qui a une meilleure cohésion. Et à part ça, je pense que la défensive d'Arcae pourrait les couler parce que même avec une équipe comme Waterhouse qui était visiblement pas en forme, qui était visiblement pas, qui avait aucune cohérence, la défensive haïtienne a failli lâcher prise à plusieurs reprises. Et je pense que si tu mets quelqu'un comme David Choignard, on a vu ses belles feintes et sa vision de jeu incroyable, puis tu mets un gars talentueux comme Babouli qui va foncer droit au centre, je pense que ça risque d'être trop pour leur défensive. Parfait, j'ai vraiment hâte de voir ça. Daniel, juste pour toi, quand tu penses à une équipe physique en face, quand tu sais que Forge FC va se battre contre une équipe physique, quels sont pour toi les joueurs de Forge FC qui devraient vraiment paraître comme les pièces clés de Bobby Spirniotis? Est-ce que tu as des joueurs, selon certaines équipes, tu penses qu'ils vont vraiment beaucoup plus performer? Est-ce que tu peux nommer 2-3 joueurs chez Forge FC face à une équipe physique qui devrait un peu sortir du lot? Bien sûr, Anthony Novak, je serais pas surpris de le voir commencer. Mais Babouli aussi, physique, son impact physique, je pense, faut avoir été absent les derniers mois pour ne pas le remarquer. Sinon, en défense, je pense que de Dominique Samuel et Jonathan Grant, pardon. Il est suspendu, Grant, non? Parce qu'il a eu un rouge. Il a été suspendu le match dernier. Il a purgé sa suspension. Ah oui, c'est pas 2 matchs? Est-ce que je me trompe peut-être, mais il y avait eu une accumulation, il y avait eu 2 jaunes, donc si je me trompe pas, il a été suspendu pour un match. Ok, parfait, excellent. On peut vérifier. Donc c'est ça. Moi, je pense que Grant et Samuel, ce match-là, ils pourraient avoir un impact physique, mais en même temps, il faut pas oublier que, comme on l'a répété plusieurs fois, les attaquants de Arcae sont rapides, donc si on mise tout sur le physique en défense, on va peut-être laisser passer la vitesse. Ouais, en tout cas, moi j'ai hâte de voir. Je pense que les joueurs qui vont vraiment qui devraient faire du bien à Forge FC, j'ai comme l'impression qu'un joueur comme Sabac devrait vraiment sortir du lot dans ce match-là. Je pense que Sabac, c'est un peu son match. Juste parce qu'il est rapide et technique, ça devrait être quelqu'un. Et puis aussi, physiquement, c'est pas quelqu'un qui se fait pousser facilement. J'ai comme l'impression que c'est un match pour lui. C'est vraiment ce genre de match-là où je pense que on va voir une équipe
d'Arcae, un peu jouer en contre-attaque, extrêmement compact en défense. On va avoir besoin de quelqu'un avec une certaine qualité technique, capable de pas tomber au moindre contact. Donc, j'ai comme l'impression que des joueurs comme Paulo Sabac, comme peut-être Cadel Thomas, si jamais il est là, pourraient venir faire la différence. En tout cas, j'ai tellement hâte de voir ce match-là. Ça va être un match vraiment épique. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce match-là, mes amis, Alex? Oui, ben, c'est sûr qu'on va regarder ça avec impatience parce que une victoire, et ça signifie que la première ligue canadienne aura réussi à se qualifier en Ligue des champions à seulement leur 2e année d'existence. Puis, je me rappelle, quand la Ligue devait commencer, il y avait beaucoup de monde qui doutait de ce que la Canadian Premier League pouvait faire en compétition contre CACAF. Tu avais même du monde qui disait, mais là, on ne devrait pas être là dès le départ, on ne devrait pas être là dès la première année, on ne sera pas de taille, on pourra pas suivre, on ne pourra pas compétitionner. Et là, on risque de se ramasser en Ligue des champions. Dès notre 2e année, on a battu des clubs comme Toro et Olympia. Donc, une victoire, ce serait totalement historique. Ça voudrait dire qu'on irait on irait faire face aux gros clubs mexicains, aux gros clubs de la MLS. Mais admettons une défaite, on a quand même une 2e opportunité de faire la Ligue des champions parce qu'il va y avoir une autre ronde, une série de matchs repêchage. Et si on devait perdre ce match contre Arcae, on affronterait dans le fond le perdant du match entre Marathon et l'autre club, c'est du Costa Rica. Je pense que j'avais le club ici. Oui, effectivement, on affronterait Marathon et Saprissa. Ouais. Fait que dans le fond, tu veux gagner ce match-là. Tu veux battre Arcae pour te rendre en demi-finale au lieu d'être forcé de jouer le match de repêchage contre Saprissa au Marathon du Honduras. Puis ça, ce serait de loin les clubs les plus forts que Forge aura rencontré cette saison de la CONCACAF League. Et mon dernier commentaire, c'est ça a une grosse importance parce qu'avant, personne ne connaissait le nom de Forge en Amérique centrale. Personne donnait beaucoup d'importance au Canada. Tu disais le mot Forge au CPL, ça ne voulait rien dire du tout. Mais maintenant, pour nos auditeurs qui risquent d'aller faire un tour au Panama, dites le mot Forge, voir que c'est quoi la réponse que vous allez obtenir des habitants à Panama City. Je pense que le nom Forge, maintenant, ils savent c'est qui. Ouais, en tout cas, ils se sont fait un nom Forge FC. Bon, rêvons un peu, ok? Vous avez parlé de la possibilité de se qualifier en Ligue des Champions, ok? C'est drôle parce que durant mon entrevue avec Bobby Smirniotis, je lui avais demandé, est-ce que tu te vois te qualifier par la Ligue des Champions? Est-ce que c'est ça l'objectif? Puis sa réponse était très claire. Il m'avait dit, écoute, on n'est pas du style à se mettre un objectif de ce style-là. Par contre, on va tout faire pour aller et gagner le plus de matchs possible. D'un autre côté, ma deuxième question était combien est-ce possible d'envisager une victoire de Forge FC lors de cette CONCACAF League-là? Avant que vous me sautiez à la gorge, est-ce que c'est possible? Est-ce que pour vous, Forge FC est capable de créer cet exploit-là de remporter des matchs contre Marathon, Saprissa, Olympia et ainsi de suite? Est-ce qu'ils sont capables de remporter cette CONCACAF League-là? J'aimerais t'entendre, Daniel, en premier. Ou bien pour toi, parce que tu es du style à me remettre les pieds sur terre. Moi, j'aime bien rêver. Ou bien tu vas me dire, hey, Hadi, calme-toi un peu, là. Ils vont pas y arriver. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Daniel? Ben, je crois que vont grand, là, honnêtement. Surtout que là, c'est une année spéciale. Hein. Ouais. Les matchs se jouent pas. Il y a pas eu de public à ma connaissance les 2 derniers matchs. Donc, c'est une année spéciale. Donc, il peut se passer beaucoup de choses. Puis en même temps, si la Canadian Premier League va avoir une place pour la Ligue des Champions, ben, il va falloir faire ses preuves. Et ça passe par gagner contre des équipes qui la font quand même régulièrement.
Donc, moi, je crois que c'est important justement de se mesurer éventuellement à des équipes plus confirmées comme Olympia, comme Saprissa, comme Motagua, comme Alajuelense. Donc, moi, je dis go for it. Là, cette année, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Puis, c'est un match à la fois. Hein. Donc, en d'autres termes, tu y crois, mais tu veux pas le dire. C'est ça que tu me dis. Là. Ben, je veux dire, j'irai pas jusqu'à, je veux dire, je parierai pas là-dessus, mais je crois pas que c'est, je veux dire, je crois que Forge a ses chances. Je veux dire ça comme ça. Je crois que Forge a ses chances. Alex? Pas le choix. Je sais qu'il était, c'est sûr qu'il a pas voulu le dire que oui, on vise de gagner le trophée, mais t'as pas le choix. Parce que surtout, on entend des rumeurs que si Forge arrive à se qualifier par la CONCACAF League, il y a des c'est pas une nouvelle, mais c'est des rumeurs, comme quoi que l'Association canadienne laisserait tomber la finale puis donnerait juste l'autre place à Toronto FC. Et t'as pas le choix de performer parce que ce qui attend Forge, parce que au tirage au sort, ils vont être dans le deuxième groupe. Ça veut dire que dès le premier tour en Ligue des Champions, Forge va affronter soit un club mexicain, Cruz Azul, Monterrey ou América, ou un des 4 clubs MLS. Tu peux pas avoir la mentalité, bon, je suis en CONCACAF League, on se qualifie, puis le reste, c'est du bonbon. Non, il faut que tu performes, faut que tu joues, faut que tu te donnes à fond, puis c'est pas juste les joueurs, c'est l'entraîneur aussi qui doit trouver une façon de résoudre les clubs, les puissances du Costa Rica et du Honduras, parce que ce qui vient par la suite, c'est beaucoup plus difficile. Puis c'est sûr que Forge ne voudra pas arriver sur la grande scène, comme on dit, par la porte en avant et te faire ramasser par les clubs mexicains. Ben, je veux pas dire que ça n'arrivera pas, mais tu veux quand même faire une prestation respectable pour la réputation de ta ligue et de ton club. Donc, la CONCACAF League, je pense qu'eux, ils visent rien de moins que la finale, puis gagner. Je suis convaincu de ça. En tout cas, on l'espère très fortement à ce que ça arrive. Donc voilà, on a vraiment mis la table pour ce match-là, ce match qu'on attend avec impatience entre Forge FC, le club canadien de la CANPL, et bien évidemment, de l'autre côté, le club haïtien d'Arcahaie. Daniel, je te laisse la parole. Je sais que tu voulais nous faire part de quelque chose, comme quelque chose de très important qui vient de se dérouler de la part des voyageurs. Exactement. En prévision de la Coupe du Monde 2026, les voyageurs sont en train de faire une petite enquête sur les fans de l'équipe nationale canadienne. Donc, il y a un sondage qui est disponible en français et en anglais. J'arrive pas à le trouver sur le site des voyageurs, donc je sais que beaucoup de nos lecteurs, de nos auditeurs sont sur Twitter. Donc, je vous inviterai à aller sur Twitter ou sur Facebook, là, voir la page The Voyageurs. Et c'est pas très long. Moi, je l'ai partagé sur mon compte Twitter, là. C'est un petit questionnaire. C'est important de répondre pour qu'ils aient une petite idée du profil des fans là, en prévision de la Coupe du Monde 2026. Donc, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Ouais, très important de bien préparer en fait ce gros événement. C'est vrai qu'on est en avance 6 ans, mais 6 ans ça passe vite. Donc faut se préparer le plus vite possible et vraiment se préparer pour peut-être en espérant recevoir le plus de matchs possible ici au Canada. Puis si jamais on a la chance ou quoi que ce soit d'aller plus loin que ça, voyager en grand nombre pour aller supporter notre équipe nationale. Donc voilà c'est tout pour clôturer ce podcast de CS à l'érable. Alex, je veux te remercier d'avoir pris le temps et d'avoir partagé tes analyses sur cette équipe d'Arcahaie et sur Forge FC. Merci encore d'être là. Oui, merci. Et j'ai bien hâte au match de la semaine prochaine et on pourra s'en parler encore. On espère que ça va être une victoire. Oui, on sera tous devant notre écran en train de prier pour la victoire. Daniel, bonne semaine. Merci encore d'avoir été là. Merci à toi, Eddie. Merci, Alex. Je vous souhaite un bon match la semaine prochaine. Puis on va s'en rejaser avec plaisir. Exactement. Donc, nos chers auditeurs, j'aimerais vous souhaiter une excellente semaine
Et bien évidemment, soyez tous devant votre écran pour ce grand match-là pour le soccer canadien. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de CSLM.